Non, pas de réponse. Si, c'est bon. Ah non, oui, si, il y a eu deux points levés. D'accord, ok. Très bien, donc nous poursuivons la séance avec la deuxième communication d'Olivier Renaud, donc, qui est professeur d'histoire de la philosophie à l'Université Paris-Nanterre, membre de l'Institut de recherche philosophique et membre junior de l'IUF pour encore quelques mois, d'après ce que j'ai appris. Donc, il est notamment spécialisé en psychologie, éthique, politique et émotion dans l'Antiquité, chez Homère, les présocratiques, Platon et Aristote. Son dossier d'habilitation à diriger des recherches, soutenu en 2019, s'intitulait « La vertu des passions, psychologie, éthique et politique des émotions chez Platon et Aristote et leur réappropriation contemporaine ». Et cet HDR est à paraître en janvier, en sur janvier. Rhétorique, livre 2, chapitre 2 à 11. Voilà. Avec Laura Candiotto, il a publié en 2020 Emotions in Plato, que j'ai mentionné tout à l'heure, qui est le premier ouvrage collectif entièrement dédié à l'étude des émotions chez Platon. Ces trois parties explorent successivement la taxinomie des émotions, donc dans l'œuvre de Platon, leur statut rationnel ou irrationnel, et la pertinence des émotions pour la théorie et la pratique éthique et politique. Aujourd'hui, son papier au titre un peu exagéré, m'a-t-il dit, s'intitule « Toxicité et innocuité des pathés tragiques et comiques chez Platon ». Merci beaucoup Anne-Sophie. Et oui, pour le titre exagéré, parce que d'une part, il fait penser à une métaphore médicale qu'on trouve parfois dans les textes platoniciens, mais qui ne sera pas mon objet aujourd'hui. Et d'autre part, mon projet aujourd'hui, conformément au programme que tu as présenté tout à l'heure, à ton programme, je vais me focaliser sur une question déjà bien connue des commentateurs sur le lien que nous pouvons trouver entre les pathés chez le spectateur tragique et chez le spectateur de comédie. L'argument platonicien de la mise au banc des poètes au livre 10 de la République est évidemment très connu. La fréquentation des performances poétiques, tragiques et comiques, nous dit Platon tout au long de ses dialogues, corrompt, je cite, jusqu'au meilleur d'entre nous, et il n'y a pas d'autre possibilité que de purifier l'ensemble de la production poétique disponible, que ce soit dans la Callipolis ou dans la cité de Magnésie dans les Lois. Une partie de l'argumentation de Platon, qu'il appelle l'accusation la plus grave au livre 10 de la République, et c'est le texte qu'a cité tout à l'heure Douglas dans son exemplier, consiste en une analyse psychologique des effets des passions, des performances théâtrales sur le spectateur. Et cette analyse, bien entendu, a reçu différentes interprétations, que ce soit de manière interne à la République ou plus généralement, et peut-être on peut le regretter dans le cadre d'une opposition un peu trop tranchée entre Platon et Aristote, sur les effets politiques et sociaux de la tragédie. Je ne prendrai pas aujourd'hui nécessairement position sur ces questions un peu générales, Platon contre Aristote ou avec Aristote. Certaines me paraissent indécidables, et donc j'ai préféré travailler sur finalement quelque chose qui est un peu moins examiné, à savoir la proximité, voire l'identité, puisque c'est discuté, des pathés tragiques et comiques. C'est une proximité ou une identité qui me semble être au cœur de l'analyse psychologique des effets néfastes du théâtre sur les spectateurs chez Platon. Et donc, mon hypothèse sera la suivante, les passions dans la tragédie des spectateurs, les passions des spectateurs dans les tragédies et dans les comédies, ne sont pas seulement des symétriques inversées, comme ce sera par exemple le cas dans le livre 2 de la rhétorique d'Aristote. Ce ne sont pas des symétriques inversées. Il y a, à mon sens, une tendance commune ou un désir commun à ces passions, dont le Philèbe nous donne la clé aussi bien connue. Cette clé, c'est l'ignorance de soi.
et plus généralement, ignorance de soi conçue comme façon de se considérer soi-même face à autrui de manière erronée. C'est-à-dire, on a une idée erronée de sa propre valeur par rapport à autrui. Ce que je voudrais montrer, c'est finalement trois choses. D'abord, en étudiant de plus près cette proximité entre pathé tragique et comique, on peut mieux apprécier l'idée selon laquelle, pour Platon, il n'existe pas de différence si nette entre ce qu'on a appelé les passions esthétiques et les passions ordinaires. Ça, c'est un point ressassé par Platon, j'y reviendrai. Les passions ressenties par le spectateur au théâtre, nous dit Platon, sont les mêmes, de même nature que celles qu'il expérimente dans la vie, au milieu des malheurs et des situations risibles. Ces passions sont les passions d'un moi auto-centré, exposé socialement pourtant et politiquement au regard d'autrui, mais ce qui importe à Platon, c'est justement ce centrage du soi par rapport à ce qu'il contemple en spectateur. Deuxième point que j'aimerais explorer, contrairement à la tradition aristotélicienne, cette fois, c'est que l'opposition dialectique entre des passions opposées, comme le serait par exemple Éléos, la pitié pour la tragédie, et Géloion, à supposer que ce soit un pathos pour le comique, et en plus le Philèbe nous dit plutôt phtonos, c'est-à-dire l'envie jalouse ou la jalousie. Cette dialectique des passions doit être revue à l'aune d'un critère qui pointe vers une disposition de l'âme qui, à mon avis, est commune et en l'occurrence potentiellement vicieuse. C'est le désir d'avoir toujours plus qu'autrui et qui est contraire au sens de la communauté. Enfin, mon troisième point, je finirai là-dessus, le papier là-dessus, c'est que j'essaierai de montrer à quelles conditions un dispositif scénique, s'il le peut être toléré chez Platon sans mettre en branle des dispositions mauvaises. Bon, c'est une question classique, je le sais, mais il faut néanmoins la reposer. Peut-il y avoir une bonne tragédie qui ne soit pas toxique ou une bonne comédie? Une bonne comédie est-elle possible dans la Cité des lois, par exemple? Or, et c'est pour ça que je repose la question, la virulence avec laquelle Platon chasse les poètes comiques de la cité de Magnésie en loi 11, et qui fait peut-être pencher vers l'idée d'une asymétrie entre tragédie et comédie chez Platon, voilà, me fait reposer la question à partir de ce point de vue des passions. Donc aujourd'hui, et vous le verrez dans mon exemplier, mais je ne sais pas si est-ce qu'on peut l'envoyer peut-être sur le chat. Il a été envoyé. Ah d'accord, c'est parfait. Donc, bien sûr, l'exemplier est trop long, trop grand. Il a été envoyé par mail, normalement, aux participants. Donc, juste pour... OK. Mon but est d'explorer, bien sûr, les trois passages les plus connus, enfin, en tout cas deux, République 10, 605C, 607E, Philèbe 47D, 50E, et de le confronter avec un passage qui a été travaillé assez récemment par pas mal de commentateurs, Loi 11, 934D, 936B sur les passions, enfin sur les effets de la comédie. Alors, mon premier point, premier grand point, est de revenir quelques minutes sur l'abolition des frontières entre le théâtre et la vie ordinaire. Chez Platon, il ne semble pas possible d'isoler une passion qu'on pourrait appeler esthétique en propre, en assertant par exemple son caractère fictionnel et distancié, en assertant le caractère fictionnel et distancié de l'objet ou de l'action représentée. Autrement dit, à mon sens, il ne serait pas possible de prendre plaisir à la contemplation d'une action mauvaise qu'on sait fictionnelle sans subir nécessairement des conséquences psychiques que Douglas a évoquées tout à l'heure.
Je commence par le texte 1 de La République. Alors, à ce propos, je m'en suis rendu compte en lisant la traduction de Douglas. Il y a un problème et de l'affection, ou si plus prosaïquement, il ne s'agirait pas tout simplement, comme je l'ai traduit à la fin, des malheurs personnels, d'un pathos au sens qui nous échoit, bon, tout simplement. On en trouve, on trouve bien sûr chez Platon cet usage. Et finalement, j'ai l'impression que le texte est plus simple à lire si on traduit par malheur. Donc, dans ce passage que je ne lis pas complètement, plusieurs types de distances ou de frontières sont évoquées. La première, c'est la distance entre moi et autrui. Alors, cette distance entre moi et autrui, apparemment, n'est pas abolie dans la représentation poétique. Il y a, bien sûr, des effets de proximité, proximité physico-motrice, d'une part. On pense ici aux gestes, aux inflexions vocales, aux inflexions vocales et tout un ensemble d'effets, justement, de proximité. Et je renvoie sur ce point à l'analyse de Pia Campeggiani dans le volume Emotions in Plato. Même si elle se base surtout sur Lyon, la discussion commence avec ce passage de La République. Donc, proximité physico-motrice d'une part, proximité morale et politique d'autre part, ce qui est évidemment beaucoup plus important. En effet, dans ce passage 606 A, 606 B, et il faudrait revenir un petit peu avant, le contexte est extrêmement précis. Il s'agit de l'exemple d'un honnête homme qui perd son fils, et Socrate se demande si, dans la communauté des honnêtes hommes, des hommes de bien, si vous voulez, il y a une retenue qui est souhaitable face à son propre malheur. Retenue qui est immédiatement abandonnée sur le dispositif de la scène. Ce qu'il est important vraiment de souligner, c'est que l'autre que je vois sur la scène est considéré, comme Aristote le pointera tout à fait bien également dans la poétique ou dans la rhétorique, à propos de la pitié, il s'agit d'une considération que j'ai face à mon semblable. C'est mon semblable, c'est-à-dire un homme de bien. Dans la pitié, pour ce qui est de la pitié, justement, je vous renvoie à Rhétorique 2, chapitre 8, Aristote montre que ce sentiment, cette émotion, est réservé à une communauté de semblables en évitant à la fois une trop grande proximité, à la fois spatio-temporelle, mais aussi en termes de oikeiotes, c'est-à-dire de familiarité. Il ne faut pas que ce soit mes proches parents pour que j'aie pitié. Et il faut évidemment que la distance ne soit pas non plus trop grande, sinon je serais inaccessible à la pitié. Donc ça, c'est le premier type de distance qui est, on va dire, mis à mal, la distance entre moi et autrui. Deuxième distance, la distance qu'on pourrait dire fictionnelle. Donc là, elle est soulignée par Platon dans le texte 1. C'est à la faveur justement d'une prétendue distance fictionnelle que l'homme de bien prétend qu'il est possible de faire l'éloge du poète et de condamner pour lui-même un comportement qu'il n'endosserait pas. Le texte précise en effet, c'est le milieu de votre passage, à la pensée que ce sont des sentiments ou des malheurs, il faudrait, pour que je sois complètement cohérent, que je traduise ici par malheur, à la pensée que ce sont des malheurs qui lui sont étrangers, qu'elle regarde en spectatrice. Comme si finalement la distance fictionnelle suffisait à nous rendre immunes d'une éventuelle contamination morale. Là encore, Aristote peut nous aider à y voir plus clair. La pitié, nous dit-il en Rhétorique 2.8, est une prosdokia, une anticipation du fait qu'on pourrait être soi-même dans cette situation. La pitié est donc certes, et je m'accorde tout à fait avec ce que Douglas a dit tout à l'heure, a souligné tout à l'heure sur le
Sum pascontes de 605 D4. Donc la pitié est effectivement un sentiment compassionnel ou empathique, mais il donc pourrait déboucher sur des comportements altruistes, mais son fonctionnement, comme l'a rappelé aussi David Constant, est centré sur le soi. Ce n'est pas d'abord un sentiment qui va vers le soi. Platon et Aristote comprennent la pitié à partir de la position du moi par rapport au malheur d'autrui. La distance fictionnelle, donc, est de fait le seul argument, selon Platon, qui permet d'expliquer la contradiction d'un éloge de quelqu'un vis-à-vis de l'acteur, qui pourtant s'afflige, nous dit le texte, akairos, de manière tout à fait non pertinente ou peu, j'ai oublié mon français, merci, peu opportune. La conclusion donc et sur ce point radical, la distance fictionnelle n'empêche pas la contamination morale, d'une part, et rend l'argument de l'honnête homme pour sauver la tragédie absurde. Enfin, on pourrait évoquer, ou invoquer plutôt, un argument pour sauver la tragédie sur le caractère épisodique de l'émotion théâtrale, de la pitié au théâtre. Et d'ailleurs, l'homme honnête ne se prive pas de l'invoquer, en plus du caractère fictionnel de la représentation. En effet, le caractère apparemment temporaire ou épisodique de l'abandon de soi à la compassion, nous dit l'honnête homme, n'a rien de honteux. Il n'y a rien de honteux au fait que ce sont des sentiments étrangers qu'elle regarde en spectatrice, etc. Rien de honteux, si je paraphrase et modifie un petit peu le texte, somme toute, à tirer profit, Apolloïne, de la représentation théâtrale en s'abandonnant un moment au plaisir, tant qu'on demeure maître de soi dans la vie ordinaire. Et donc, c'est la fin du texte T1. Platon rejette violemment cet argument en disant que l'expérience théâtrale n'est pas une expérience à isoler dans le temps, c'est une expérience à analyser sur le temps long et même un temps permanent, celui de l'éducation de l'âme. En nourrissant la partie excitable de notre âme, on ne pourra pas se contenir, nous dit Platon, au moment opportun. Il l'a dit un petit peu auparavant notre passage, alors c'est un terme que je n'ai pas trouvé beaucoup ailleurs, je ne vous ai pas mis ça dans l'exemplier, mais en 605 D8, et donc j'imagine que c'est un vocabulaire emprunté au théâtre. Il s'agit pour Socrate de nous rappeler à faire bonne figure. C'est comme ça que je traduirais le kalopizometa, kalopizometa, qui est utilisé par Socrate pour montrer qu'on doit endurer la douleur, retenir nos larmes et retenir nos lamentations vis-à-vis de nos pères, au lieu de s'épuiser comme des enfants à crier, comme nous dit 604 CD. Je passe très rapidement aux Philèbes et aux lois. Nous allons retrouver dans ces deux dialogues exactement le même type d'argument. Dans votre texte, dans vos textes 7, notamment la 7C, c'est un texte bien connu à cause de la métaphore qui sera reprise après, mais de manière très ramassée, Platon souligne que la frontière entre le théâtre et la vie ordinaire est brouillée précisément par l'expression de ses passions, dans la métaphore même de tragédie et comédie de la vie. C'est un très beau texte. Le raisonnement nous révèle donc que, texte 7c, dans les chants de deuil et les tragédies, non seulement les pièces de théâtre, mais dans l'ensemble de la tragédie et de la comédie de la vie, comme en une multitude d'autres circonstances, les douleurs et les plaisirs sont mélangés. On retrouve cette métaphore de la tragédie de la vie, bien sûr, très prégnante dans les lois. Justement, dans les lois, cette fois, c'est votre texte 4. Alors là aussi, il est très long, mais les frontières que j'ai précédemment évoquées, les frontières de distance fictionnelle, de proximité entre moi et autrui, etc.,
sont reprises d'une autre manière, et en un sens, l'athénien en rajoute une autre, puisqu'il évoque la frontière entre le sauvage et le civilisé. Sauvage et civilisé, frontière rendue poreuse par l'usage répété de l'insulte et des représentations comiques auxquelles on assiste. J'y reviendrai. Alors, je conclus très rapidement sur ces abolitions de frontières. Ce n'est pas que Platon ne fait pas la différence entre une représentation et la réalité ordinaire, bien entendu. Ce serait trop simple. Alors qu'Aristote, lui, ferait cette distinction et sauverait par le même coup des passions esthétiques du naufrage moral qu'elles engendreraient. Et bon, c'est un argument qu'on trouve souvent sous la plume des commentateurs qui théorisent l'opposition Platon-Aristote. Il suffit par exemple de lire le livre 3 de la République, où les représentations comiques dans les lois, au livre 7, cette fois en 816D, 817A, j'y reviendrai aussi. Il suffit de rappeler ces textes pour rappeler que la connaissance des choses vicieuses ou bouffonnes, cette connaissance est nécessaire aux législateurs, peut-être aussi d'un certain point de vue aux citoyens, mais en revanche, et c'est un trait bien connu de l'éducation platonicienne, il faut toujours se rappeler qu'on devient ce dont on se nourrit. Et même une connaissance des formes et des modèles associés aux histoires ou aux représentations est une forteresse, somme toute, bien peu solide contre les assauts du plaisir. C'est la raison pour laquelle République 10 dit que l'argument contre les poètes de la cité est, je dirais, nécessaire parce qu'il touche les meilleurs d'entre nous. Et il dit à quelques exceptions près. Et les exceptions sont rares, par définition. Donc, pour moi, il n'y a aucun moyen chez Platon, enfin, en tout cas, je trouve que c'est une mauvaise première piste de distinguer deux types de passions, des passions dites esthétiques et des passions ordinaires. Donc ça, on va dire que c'est mon point de départ. J'en viens maintenant à ce qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire la conjonction des pathètes tragiques et des pathètes comiques. En République 10, la description de l'effet comique suit immédiatement l'argument sur l'effet du plaisir de la pitié dans la tragédie. C'est votre texte 3. Je le lis très rapidement. Ne faut-il pas tenir le même argument au sujet du comique? Si tu écoutes dans une représentation de théâtre ou dans une conversation privée, voilà encore une abolition des sphères, hein, une pitrerie que tu aurais honte de faire pour provoquer le rire et que tu y prends par ailleurs un réel plaisir au lieu d'en mépriser la médiocrité, ne produis-tu pas le même effet que dans les sentiments de pitié? Ce désir de provoquer le rire que tu contenais en toi-même par ta raison, de crainte de passer pour un pitre, tu lui donnes alors libre cours et lui ayant donné en cette occasion la fougue de la jeunesse, souvent tu perds conscience du fait que tu t'es excité dans la compagnie de tes proches au point de devenir un fabricateur de farces, Commodo Poiois. Alors, donc en République 10, la description de l'effet comique suit immédiatement l'argument sur l'effet du plaisir de la pitié dans la tragédie. Dans le Philèbe, c'est vos textes 7, 7A, 7B, 7C. Bien sûr, le passage est très long et on ne peut pas le reproduire complètement, mais dans le Philèbe, le rapprochement entre tragédie et comédie est asserté non seulement à travers la métaphore que j'ai citée tout à l'heure, mais surtout à travers l'analyse de cette curieuse passion qu'est l'euphtonos. J'y viens dans un moment. Dans les lois, enfin, au livre 7, 817a-d, c'est le passage très célèbre où l'Athénien nous dit que les lois elles-mêmes, l'ouvrage des lois, c'est la plus belle des tragédies, et cette affirmation est immédiatement suivie de la mise au ban, ou de la régulation du moins, des représentations comiques dans la cité. Alors, même si je ne m'intéresse pas à ce passage du livre 7, vous allez comprendre pourquoi, il faut effectivement l'avoir en tête. Je n'ai pas besoin de trop d'insister, mais malgré tout, deux autres petits passages auxquels tout le monde pense. La fin du banquet
bien sûr, où Socrate dit qu'il convient au même homme d'être un auteur de tragédie et de comédie, 223D. Et enfin, un de mes passages aussi préférés, puisqu'il mêle scène rhétorique et scène tragicomique, Apologie, c'était pour terminer sur un premier dialogue, 35B3, 35C5, où Socrate ne veut pas susciter la pitié de son jury, car, nous dit-il, il l'exposerait Athènes à être une scène tragicomique et à devenir risible. Et donc associe, bien sûr, pitié et géloïon. Donc, dans tous les, enfin, pas dans tous les dialogues, mais dans beaucoup de dialogues, l'association entre géloïon et tragique est fréquente chez Platon. Alors, le point le plus délicat, c'est le philèbe. Et il y a plusieurs, disons, stratégies interprétatives sur ce point. On peut d'abord se contenter de souligner qu'il y a des effets de symétrie dans les effets de la tragédie et ceux de la comédie, en se contentant de dire que la tragédie, c'est-à-dire la chose la plus sérieuse, il lui convient de susciter Éléos, la pitié, et puis pour la comédie géloïon, et il suffit finalement d'inverser le critère du plaisir et de la douleur dans les passions impliquées pour retomber sur nos pattes, si vous voulez. Donc une symétrie parfaite, avec une petite différence axiologique, parce que, comment dire, intuitivement, on trouve la tragédie plus sérieuse, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Deuxième stratégie interprétative, on peut, à la manière finalement d'Aristote en Rhétorique 2, chapitre 9 à 11, procéder à une vraie dialectique des passions en faisant justement varier les critères de manière très fine entre éléos, némésis, épikaireikakia, ou se réjouir des malheurs d'autrui, ou schadenfreude, si vous voulez, jalousie et éventuellement émulation ou envie, zélos. En tout cas, ce qui est intéressant, donc je vous ai mis un petit exemple, c'est le texte 5, en Rhétorique 2.9, où Aristote joue dans la scène rhétorique à faire varier les passions avec plusieurs critères, plaisir-douleur, mérite, absence de mérite, succès ou malheur, etc., etc. Enfin, il y a une troisième piste que je vais essayer d'explorer ici et qui est problématique et que Douglas a évoqué à propos de Platon, qui est-ce qu'il existe en fait une origine commune à l'ensemble de ces passions tragicomiques? Autrement dit, est-ce qu'il existe une seule disposition de l'âme ou une partie de l'âme ou même une passion qui serait à l'origine donc d'une déclinaison des passions dont les noms seraient ensuite employés en fonction de leur contexte dans l'un ou l'autre domaine? Alors, dans mon livre de 2014 sur le thumos, forcément, j'ai mis l'accent sur thumos, mais je crois que c'est pas exact. On peut pas projeter comme ça toutes les passions sur une partie de l'âme. Ça ne rend pas justice au texte de Platon. Une autre hypothèse, c'est justement de s'appuyer sur le philèbe, pour essayer de trouver une passion, on va dire, unique, celle du phtonos. Mais juste avant de revenir au texte 7 du philèbe, voyez toujours dans votre texte 1 et dans votre texte 3 que Platon rapporte bien la passion de Éléos à une forme de partie de l'âme qui est tantôt décrite par cette partie portée aux larmes et à la lamentation, tout dacrusai te kai apodurastai, et qui est portée par le verbe épitumein. Donc c'est un désir, ça, il n'y a pas de problème. Dans le texte 3, c'est ce même désir qui est à l'origine du gélotopoïen. En 604e, cette idée a été diversement explorée par les commentateurs et notamment surtout par Pierre d'Estrée, et puis Stephen Halliwell, bien sûr, mais qui ont insisté à raison sur
le terme aganektetikon, qui se trouve en 604E2 et 605A5, c'est-à-dire cette partie excitable ou irascible de l'âme. Je pensais qu'elle se rapprochait du thumos, mais ce n'est pas nécessaire. Enfin, bon, c'est une partie qui visiblement peut faire office, qui peut faire office de partie de l'âme qui est tantôt exploitée par la tragédie, tantôt par la comédie. Je renvoie sur ce point aux analyses que je trouve assez convaincantes de Libert dans votre bibliographie. Rana Libert, Tragic Pleasure from Homer to Plato, page 155-170. J'en viens au Philèbe. Et bon, je vais être très rapide, j'en suis désolé, mais dans le Philèbe, dans les pages 47D, 50E, Socrate part d'une longue liste de passions que je vous ai mise. Ouais, c'est le T8, merci. Voilà, que je vous ai mise en T8, une longue liste de passions pour montrer à Protarque que dans chacune de ces passions douloureuses, un plaisir s'y mélange. Et le Philèbe nous donne donc une explication plus nette à travers un exemple complexe, le plaisir pris à rire au malheur de ses amis. Donc, vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même chose, le même contexte que République 10, où là, c'est gelotopoiein, c'est-à-dire faire le pitre, probablement à ses dépens, alors qu'ici, dans le Philèbe, il s'agit de rire du malheur de ses amis. Le geloion est vraiment du côté du spectateur, pas du faiseur de farce. Alors, j'essaie de résumer la démonstration de Philèbe, de Socrate. L'objet du rire, ou le ridicule, est, après une longue et complexe division, une forme d'ignorance de soi relative à un bien que la cible du rire croit posséder, mais qu'elle ne possède pas en réalité. Donc, en gros, est risible celui qui croit, par exemple, être riche et qui ne l'est pas, ou être intelligent et qui ne l'est pas, etc., etc. Donc, j'insiste, c'est l'objet du rire ou la cible du rire. Ensuite, Socrate passe au spectateur. Le spectateur en rit dans la mesure où cette ignorance, l'ignorance que possède la cible d'elle-même, est inoffensive. C'est un critère absolument distinctif. Il faut que la cible soit inoffensive, sinon nous ne ririons pas, nous aurions peur, ou éventuellement nous ferions face à un spectacle tragique. Ou éventuellement, le rire provoquerait plutôt la colère de la cible qui chercherait dès lors à se venger. Troisième étape, le rire procède donc, nous dit Socrate, d'une certaine joie prise au malheur d'autrui, converse du phtonos, c'est-à-dire de la douleur ou de la souffrance pris au succès immérité d'autrui. Le coup de force de Platon consiste à montrer que dans la mesure où on rit du malheur de ses amis, et pas seulement d'autrui en général, le rire comique du spectateur procède toujours, en fait, le rire du spectateur procède toujours d'une volonté de ridiculiser, d'abaisser autrui pour ce qu'il croit posséder, le phtonos. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Sinon, je ne vois pas comment on comprend l'argument. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier Douglas de son article sur Envy and Political Equality, je crois, si je ne me trompe pas, pour avoir rappelé de manière très salutaire que phtonos ne se dit pas seulement de celui qui désire ce qu'il n'a pas, mais aussi, la jalousie désigne la volonté de conserver une forme de supériorité à travers les biens qu'on a acquis et qu'on veut conserver par rapport à l'infériorité d'autrui. Et il me semble que le plaisir comique dont parle le Philèbe est ici à placer du côté du phtonos, de celui qui croit posséder les qualités. Plusieurs remarques, et j'ai bientôt terminé. Comme l'a très bien montré Pierre d'Estrée, ce qui est important ici, c'est que la démonstration menée par Socrate portant sur le comique dans le Philèbe
est justifiée par un contexte dialogique compliqué. Protarque a admis très rapidement que le plaisir tragique était un plaisir mêlé de douleur, comme si intuitivement on savait que c'était un plaisir mixte. Alors que, nous dit Pierre d'Estrée, ce serait beaucoup moins évident pour le plaisir comique, qui éventuellement pourrait être un candidat d'un plaisir pur. Parce que finalement, imaginer un rire inoffensif nous permettrait, dans la discussion avec les hédonistes, de trouver dans le plaisir de la comédie un exemple type d'un plaisir intellectuel sauvable, si vous voulez. Néanmoins, alors je suis assez convaincu par la spécificité dialogique du philème, mais néanmoins, je continue d'être persuadé qu'il se joue quelque chose de plus que le phtonos dans la comédie. Et encore une fois, je m'appuie sur l'analyse un peu compliquée, mais très suggestive d'Anne-Gabrielle Versinger dans Comment dire l'envie jalouse, qui remarque que dans le Philèbe, Socrate rappelle que le même argument sur phtonos va pouvoir être appliqué rétrospectivement sur thrénos, phtonos, orguet. Donc le sentiment du deuil, la jalousie et la colère. Et Anne-Gabrielle Versinger a montré que, alors ça c'est peut-être à mon avis trop, mais a essayé de montrer que phtonos était la passion qui contaminait toutes les autres, passions tragiques incluses, et que phtonos était finalement la source de toutes les passions tragicomiques, et c'était la raison pour laquelle Platon chassait ou purifiait la tragédie et la comédie de sa cité. Alors, sans aller jusque-là, et ça demanderait une discussion très longue, je pense qu'on peut, il faut montrer que ce qui se joue en fait dans toutes ces expériences, du plaisir comique, de la pitié tragique, et des expériences qui sont sans cesse rappelées comme analogues, c'est-à-dire colère et amour, Eros et Aphrodisia. On les oublie souvent, mais elles sont dans République 10 et elles sont dans le Philèbe aussi. C'est les mêmes expériences de douleur mêlée de plaisir. Dans toutes ces expériences, qu'est-ce qui est en jeu? C'est un problème de mise en jeu en fait, de son infériorité ou de sa supériorité. On m'objectera que Platon ne caractérise jamais clairement la pitié comme une joie prise au malheur d'autrui. Ce n'est pas clair dans République 10. Il ne dit pas que c'est une joie pour les malheurs d'autrui, face aux malheurs d'autrui. C'est une joie qui éventuellement se surajoute. Mais néanmoins, la pitié, Éléos, partage bien avec phtonos le fait qu'il y a une croyance dans le spectateur en une position, et c'est très intuitif, de surplomb, tout simplement. Je vais passer sur les lois, malheureusement, parce que ma communication est beaucoup trop longue, et je vais terminer sur l'idée d'une innocuité possible des pathets tragicomiques. Est-ce que finalement on peut imaginer, avec une telle analyse psychologique qui fait du phtonos ou d'un sentiment approchant la source de toutes les passions des spectateurs, est-ce qu'on peut imaginer une tragédie et une comédie non toxiques? Un premier moyen d'endiguer la contagion émotive, bien entendu, c'est de faire intervenir une connaissance des modèles chez le spectateur. Alors, bien sûr, on va trouver cette tentative dès lors qu'on comprend, par exemple, que la lamentation ou le ridicule sont le fait d'un modèle vicieux. Normalement, il ne serait pas possible d'expérimenter un plaisir associé. Donc, en d'autres termes, la connaissance d'une forme ou d'un modèle, d'un tupos, devrait nous prémunir de la toxicité
de tels spectacles vicieux. Or, on le sait, c'est la conclusion inverse à laquelle Platon aboutit, et je ne suis pas convaincu par la conclusion, par exemple, de Franco Trivigno dans un chapitre récent sur le comique à propos de Loi 7, 816D, qu'on pourrait imaginer une comédie purifiée, désengagée, dont le seul rôle serait épistémologique et nous montrerait des modèles vicieux à contempler. Cette possibilité, à mon sens, a été définitivement empêchée dès République 3 et à la faveur d'une différence entre apprendre la médecine, où il faut effectivement tomber un peu malade, et apprendre à être juste, où là, on n'a pas besoin d'expérimenter le vice. Et si on l'a expérimenté, ça veut dire qu'on a déjà été un peu vicieux. Alors, néanmoins, Franco Trivigno a une analyse extrêmement subtile des lois, et en particulier du passage du livre 9. Et une autre piste est de dire qu'il faudrait justement s'appuyer sur comment dire, sur la possibilité en fait d'une plaisanterie dans le cas de la comédie, un rire entre soi, un rire effectivement désengagé, mais qui serait réservé à un tout petit nombre de personnes. Et là, vous avez dans votre texte 9 un vrai problème de compréhension à la fin du texte sur le fait que alors c'est à la fin de votre page 4, je cite, « Quant à ceux auxquels nous avons accordé la permission de faire des poèmes, qu'il soit permis de le faire, les uns aux dépens des autres, à l'Éloïs, sans colère et pour plaisanter, mais pas avec sérieux et avec animosité. » Comme s'il était possible d'imaginer une comédie où on se renverrait la balle à l'Éloïs, mais sur un mode justement, on va dire, désengagé. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Hallelois? Sanders, dans ses notes, se dit qu'il ne peut s'agir en fait que de la relation que les citoyens ont avec les acteurs qui sont nécessairement dans les lois des esclaves ou des étrangers. C'est très probable. Et en même temps, je vous renvoie à Phèdre 236 C2, où vous avez exactement le même genre d'expression, où visiblement les poètes comiques se renvoient justement la balle par citation interposée, comme une espèce de comédie plaisante, ce que d'ailleurs n'arrête pas de faire Platon lui-même avec Aristophane. Donc pourquoi pas, on pourrait imaginer que même dans la cité de Magnésie, au moins l'intertextualité serait permise comme une forme de plaisanterie intellectuelle. Une troisième et dernière piste, et j'en ai fini, a été, à mon avis, et c'est la meilleure piste, a été soulignée par Lydia Prauchello à propos de notre passage des lois sur le livre 11, en disant qu'il ne s'agit surtout pas d'imaginer une comédie qui ne serait pas pleine de colère. La comédie est toujours pleine de colère, elle procède toujours de la colère, elle procède toujours du phtonos, enfin orgueil phtonos. En revanche, il y a bien des moyens pragmatiques et scéniques de nous rendre ce qui est représenté véritablement extérieur ou extranéifié, si vous voulez, les acteurs, notamment justement en insistant sur l'étrangeté des modes d'expression utilisés et bien sûr par l'appartenance des acteurs eux-mêmes à la cité. Donc, en un sens, contra Trivigno. Elle montre que c'est le seul moyen, finalement, d'imaginer une comédie qui soit tolérable dans la cité des Magnettes. Au risque donc d'une désintégration de la communauté spectatrice, il ne faut pas, nous dit Platon, et j'ai fini, accepter une tragédie et une comédie qui ont toujours, visiblement, quelque chose du phtonos comme un socle émotif commun. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Olivier. Alors, est-ce qu'il y a des questions, à la fois dans la salle et à distance? Je vois. Il y a... Oui. Une question de clarification. Je peux trouver le texte en fait. Dans la République, il autorise, c'est ça, le droit, une sorte des formes de tragédie, quand même nombre de pièces de théâtre dans Callipolis. Il autorise quand même cette sorte, donc plutôt sur la forme de la tragédie. Et qu'est-ce qui est, comment est-ce que dans ce cas-là, déjà, je me souviens très bien, on arrive à justifier du coup. Justement, pour le moment, on le justifie pas. Et, enfin, la seule justification qui est avancée, c'est, on va dire, la dose homéopathique avec laquelle elle est présentée au futur gardien. Oui, c'est juste qu'ils ne doivent pas eux-mêmes s'adonner à des actes exactement. visibles, parce que sinon ils deviendraient voilà. Par limitation. Ouais. Et donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, Trivigno a tout à fait raison, il l'a montré, il y a un parallèle, c'est vrai, qui est très étonnant entre République et les lois, puisque on a la séquence République 3 où on autorise la représentation du vicieux, visiblement, un peu, ou si ce n'est pas du vicieux, du malheur, pour aboutir en République 10 à la condamnation. Et dans les lois, c'est pareil, on a le livre 7, puis le livre 11 pour la condamnation finale, si tu veux, de la comédie. En fait, je me demandais si derrière un peu la possible dissymétrie que tu défendais plutôt entre la tragédie et la comédie, est-ce qu'il y a, c'est peut-être un peu excessif, mais aussi justement toute cette idée que la comédie est violente et implique des passions particulièrement qui ne sont pas du tout innocentes. Il y a aussi l'obsession de Platon pour le fait d'Aristophane et le moral qui est dans la condamnation. Oui, bien sûr. Alors, on n'entend pas bien les questions, effectivement. Donc, si je reformule, bon, la première question, c'était comment est-ce qu'on rend compte en fait de la présence malgré tout de la comédie à petite dose dans la République, et en particulier en République 3, et à quoi, à vrai dire, je ne peux pas répondre autre chose que il faut employer cet usage de la comédie d'un point de vue épistémologique avec, on n'a pas le choix, de toute façon, on va l'employer, on va montrer des modèles de vice. Il faut le faire jusqu'à ce que, enfin, ou juste avant que il y ait malgré tout une forme de contagion. Bon. Et on remarquera que comme c'est dans le contexte de République 3, on est vraiment là, disons, dans la préformation, si tu veux, du plaisir et de la douleur pris à tel et tel spectacle. Et ensuite, ta deuxième question, c'est le problème peut-être de la relative dissymétrie ou de la petite asymétrie qu'il peut y avoir entre tragédie et comédie chez Platon lui-même, puisque la tragédie, visiblement, est mieux tolérée à première vue que la comédie. Et donc, tu finis ta question en rappelant l'importance de la figure d'Aristophane, non seulement dans l'apologie, mais jusqu'évidemment dans la République. Et je suis parfaitement d'accord, oui, parce que Loi 11 montre qu'il y aura toujours de la colère dans la comédie, que ce soit de la part de l'auteur des comédies, parce qu'il a du ressentiment, ou que ce soit de la part du spectateur, dont la colère est finalement nourrie via la représentation théâtrale vis-à-vis de l'auteur de comédie et des autres citoyens. C'est ça que Platon s'amuse, en un sens, à mettre sur le devant de la scène. C'est-à-dire que cette colère, peu importe où elle se trouve distribuée, auteur de comédie, spectateur, cible, ou acteur, si tu veux, moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est une colère qui, en fait, est partagée. C'est une forme de socle. Alors, oui, peut-être, je ne sais pas. Ouais. Juste pour finir, pour aller dans ton sens, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que dans l'apologie,
il ne dit pas que c'est Aristophane qui est la cause de l'accusation de Socrate, même si c'est la plus ancienne et la plus importante, mais qu'il est un peu le catalyseur, c'est-à-dire qu'Aristophane Exactement. puisé dans une colère et que relayer un certain ressentiment de certains citoyens. Voilà, donc je répète ce que dit Anthony Bonnemaison, c'est effectivement le fait que dans l'Apologie, Aristophane n'est mentionné que comme un colporteur ou un véhicule de l'orgueil, de la colère qui s'est cristallisé sur la figure de Socrate. Et alors, c'est marrant parce que justement, l'orgueil, comme c'est un sentiment personnel, c'est une attaque personnelle toujours, comme nous le rappelle Aristote en rhétorique 2.2. C'est ça le problème, c'est ça le problème de la comédie, qu'on trouve pas dans la tragédie, si je voulais répondre sur cette asymétrie. Oui, Caroline. Cette prééminence donnée au ptonos, et puis voilà, le raisonnement qui est fait aussi sur la similitude entre les pathés, tragiques et comiques, ça repose vraiment sur l'idée aussi des spectateurs comme communauté, des communautés enfin, il n'y a pas du tout de diversité du public qui soit envisagée, enfin, du public ou même du personnel de la comédie et de la tragédie. Les personnages qui ne sont pas les mêmes, qui sont représentés dans la comédie, dans la tragédie, donc forcément les sentiments éprouvés par le public ne sont pas nécessairement les mêmes, mais ça, c'est pas envisagé. Mais si, alors, si je répète la question c'est comment est-ce que Platon prend en charge l'idée de diversité des publics, diversité psychologique du public? Oui, et puis même diversité des personnages. Et des personnages. Même, on pourrait dire diversité des niveaux d'humour, parce que bien sûr, on passe notre temps à analyser ça. Oui. Alors que Platon, on a l'impression qu'il nivelle à un même niveau psychologique effectivement l'infinie diversité qu'il peut y avoir, ne serait-ce que de niveau de lecture d'une même pièce d'Aristophane, par exemple. Donc, je suis parfaitement d'accord. Dans République 10, un petit peu avant notre passage, il nous dit, et ça c'est aussi un effet de nivellement, que la foule, donc ça a beau être une foule hétéroclite, elle se comment dire, elle se singularise malgré en fait son caractère comment dire, oui, hétéroclite. Elle se singularise par son effet de masse, d'une part, et du coup par l'identité en fait de ce qu'elle vient chercher sur la scène de spectacle. C'est la critique de la théâtrocratie dans les lois. Et ça, c'est vrai qu'on pourrait reprocher à Platon en fait d'avoir ignoré comme ça. En même temps, je répondrais peut-être autrement, c'est-à-dire que il y a bien une prise en compte des niveaux que ce soit des spectateurs et des niveaux du texte lui-même qui est représenté, au sens où ce qui intéresse éventuellement Platon, dans la République, j'entends, c'est au livre 5 notamment, ce qu'on appelle la communauté de plaisir et de peine. Le théâtre étant le lieu par excellence où on peut atteindre, on peut croire atteindre à une forme de communauté de plaisir et de peine. Et en fait, ce qui m'intéresse justement dans ces textes, c'est que, bien sûr, les hommes honnêtes vont tous être unanimes pour dire qu'il faut défendre ce genre de spectacle parce qu'on y prend malgré tout du plaisir. Mais l'argument in fine de Platon, c'est de montrer qu'il n'y a pas de communauté de plaisir et de peine réelle. Pourquoi? Parce qu'en réalité, elles sont toutes, ce plaisir et cette peine, ils sont tous individués par rapport à une expérience du phtonos. Alors que la vraie communauté de plaisir et de peine, telle qu'elle est décrite en République 5, c'est si une partie se fait mal au doigt, alors c'est l'ensemble de l'organisme, mais en tant qu'il est hiérarchisé et structuré, qui répond à la douleur. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une différence entre répondre de manière communautaire à une douleur et à un plaisir. Bien sûr, un artisan ou
voilà, un artisan ne répondra pas à la douleur de la cité de la même manière que le gardien. Ce n'est pas ce qu'il veut dire, mais justement, cette façon différenciée de répondre, eh ben, il montre qu'elle ne peut pas être comparée à cette espèce de frénésie qui s'empare selon lui, des spectateurs au théâtre. Donc, je suis d'accord, on devrait reprocher ça à Platon, mais et en même temps, j'ai l'impression qu'il retourne exactement l'argument en disant, c'est pas en produisant différents niveaux de lecture d'une même tragédie ou d'une même comédie qu'on va pouvoir s'en sortir sur la communauté de plaisir et de peine qu'on veut produire. Pardon, hein, je m'emporte, mais... Moi, j'aurais des questions, mais je voudrais vérifier que... A priori, ah, oui, la cible est-elle l'acteur ou le personnage? Ouais, alors je serais bien en peine de répondre sur cette question. Enfin, en tout cas, dans le loi 9, c'est clair qu'il s'agit, en un certain sens, enfin, en fait, la question est très difficile parce que l'acteur est un étranger ou un esclave, et c'est parce qu'aucun citoyen ne devrait être l'objet d'une quelconque moquerie. Et donc, bien sûr, c'est la raison pour laquelle c'est un esclave qui doit jouer éventuellement si on autorise une comédie sans animosité. Le personnage, il est bien évident qu'il reste, et c'est la raison pour laquelle, in fine, il me semble que l'Athénien répond fermement en disant « Nous ne tolérerons décidément pas aucune insulte ». Parce que qu'on soit citoyen ou personnage, ça ne fait pas de différence. L'acteur, oui. Parce que, et là, pour le coup, c'est autre chose. C'est en mimant. C'est rien qu'en mimant les intonations vocales et les gestes dans les chœurs, en mimant le vicieux, qu'on devient soi-même vicieux. Donc on peut le tolérer pour un esclave, pas pour soi. Donc, au final, on ne peut pas vraiment différencier l'acteur du personnage. Disons, si on le différencie au sens où c'est une question vraiment de qui se charge de la performance. Et finalement, en extériorisant la performance, enfin, en l'extériorisant par rapport à une éventuelle contagion, bon, c'est un instrument, nous dit Prauchello, c'est-à-dire on se met hors de soi, quoi. Et donc on se prémunit de ça. Mais, bon, enfin, effectivement, je trouve que c'est une question compliquée. Alors, si je peux juste intervenir sur le texte 3, la façon dont il traduit Comodopoios à la fin, ouais. Le fabricateur de farces, oui, le Comodopoios, c'est aussi le poète comique, en fait. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Donc ça n'irait pas, selon toi, fabricateur de farces?